Le roman de Tristan et Iseut par Joseph Bédier. Chapitre 7. Le nain Froussin. Le roi Marc a fait la paix avec Tristan. Il lui a donné congé de revenir au château, et comme naguère, Tristan couche dans la chambre du roi, parmi les privés et les fidèles. À son gré, il y peut entrer, il en peut sortir, le roi n'en a plus souci. Mais qui donc peut longtemps tenir ses amours secrètes? Hélas, amour ne se peut sceller. Marc avait pardonné au félon, et comme le sénéchal Dinas de Lidan avait un jour trouvé dans une forêt lointaine errant et misérable le nain bossu, il le ramena au roi, qui eut pitié et lui pardonna son méfait. Mais sa bonté ne fit qu'exciter la haine des barons. Ayant de nouveau surpris Tristan et la reine, ils se lièrent par ce serment. Si le roi ne chassait pas son neveu hors du pays, ils se retireraient dans leur fort château pour le guerroyer. Ils appelèrent le roi à parlement. « Seigneur, aime-nous et nous à ton choix. Mais nous voulons que tu chasses Tristan. Il aime la reine et le voit qui veut. Mais nous ne le souffrirons plus. » Le roi les entend, soupire, baisse le front vers la terre, se tait. « Non, roi, nous ne le souffrirons plus, car nous savons maintenant que cette nouvelle, naguère étrange, n'est plus pour te surprendre, et que tu consens à leurs crimes. Que feras-tu ? Délibère et prends conseil. Pour nous, si tu n'éloignes pas ton neveu sans retour, nous nous retirerons sur nos baronnies et nous entraînerons aussi nos voisins hors de ta cour, car nous ne pouvons supporter qu'ils y demeurent. Tel est le choix que nous t'offrons, choisis donc. Seigneur, une fois j'ai cru aux laides paroles que vous disiez de Tristan et je m'en suis repenti, mais vous êtes mes féaux et je ne veux pas perdre le service de mes hommes. Conseillez-moi donc, je vous en requiers, vous qui me devez le conseil. Vous savez bien que je fuis tout orgueil et toute démesure. Donc, Seigneur, mandez ici le nain Froussin. Vous vous défiez de lui pour l'aventure du verger. Pourtant, n'avait-il pas lu dans les étoiles que la reine viendrait ce soir-là sous le pin? Il sait maintes choses, prenez son conseil. Il accourut, le bossu maudit, et Dénoalen l'accola. Écoutez quelle trahison il enseigna au roi. Sire, commande à ton neveu que demain dès l'aube, au galop, il chevauche vers Carduel pour porter au roi Arthur un bref sur parchemin bien scellé de cire. Roi, Tristan couche près de ton lit. Sors de ta chambre à l'heure du premier sommeil, et je te jure par Dieu, et par la loi de Rome, s'il aime Iseut de fol amour, il voudra venir lui parler avant son départ. Mais s'il y vient, sans que je le sache, et sans que tu le voies, alors tue-moi. Pour le reste, laisse-moi mener l'aventure à ma guise, et garde-toi seulement de parler à Tristan de ce message avant l'heure du coucher. Oui, répondit Marc, qu'il en soit fait ainsi. Alors le nain fit une laide félonie. Il entra chez un boulanger et lui prit pour 4 deniers de fleurs de farine qu'il cacha dans le giron de sa robe. Ah, qui se fût jamais avisé de telles traîtrises? La nuit venue, quand le roi eut pris son repas et que ses hommes furent endormis par la vaste salle voisine de sa chambre, Tristan s'en vint, comme il avait coutume, au coucher du roi Marc. « Beau neveu, faites ma volonté, vous chevaucherez vers le roi Arthur jusqu'à Carduel, et vous lui ferez déplier ce bref. Saluez-le de ma part, et ne séjournez qu'un jour auprès de lui. Roi, je le porterai demain. Oui, demain, avant que le jour se lève. » Voilà Tristan en grand témoin. De son lit au lit de Marc, il y avait bien la longueur d'une lance. Un désir furieux le prit de parler à la reine, et il se promit en son cœur que vers l'aube, si Marc dormait, il se rapprocherait d'elle. Ah Dieu, la folle pensée! Le nain couchait, comme il en avait coutume, dans la chambre du roi. Quand il crut que tous dormaient, il se leva et répandit entre le lit de Tristan et celui de la reine la fleur de farine. Si l'un des deux amants allait rejoindre l'autre, la farine garderait la forme de ses pas. Mais comme il l'éparpillait, Tristan, qui restait éveillé, le vit. Qu'est-ce à dire? Ce nain n'a pas coutume de me servir pour mon bien, mais il sera déçu, bien fou qu'il lui laisserait prendre l'empreinte de ses pas. À la minuit, le roi se leva et sortit suivi du nain bossu. Il faisait noir dans la chambre, ni cierge allumé, ni lampe. Tristan se dressa debout sur son lit. Dieu, pourquoi eut-il cette pensée? Il joint les pieds, estime la distance, bondit et retombe sur le lit du roi. Hélas, la veille, dans la forêt, le boutoir d'un grand sanglier l'avait navré à la jambe, et, pour son malheur, la blessure n'était point bandée. Dans l'effort de ce bond, elle s'ouvre, saigne,
mais Tristan ne voit pas le sang qui fuit et rougit les draps. Et dehors, à la lune, le nain, par son art de sortilège, connut que les amants étaient réunis. Il en trembla de joie et dit au roi : « Va maintenant, si tu ne les surprends pas ensemble, fais-moi pendre. » Ils viennent donc vers la chambre, le roi, le nain et les 4 félons. Mais Tristan les a entendus. Il se relève, s'élance, atteint son lit. Hélas, au passage, le sang a malement coulé de la blessure sur la farine. Voici le roi, les barons et le nain qui portent une lumière. Tristan et Iseut feignaient de dormir. Ils étaient restés seuls dans la chambre avec Permis, qui couchait aux pieds de Tristan et ne bougeait pas. Mais le roi voit sur le lit les draps tout vermeils, et sur le sol la fleur de farine trempée de sang frais. Alors les 4 barons, qui haïssaient Tristan pour sa prouesse, le maintiennent sur son lit et menacent la reine et la raillent, la narguent et lui promettent bonne justice. Ils découvrent la blessure qui saigne. « Tristan, dit le roi, nul démenti ne vaudra désormais, vous mourrez demain. » Il lui crie : « Accordez-moi merci, Seigneur, au nom de Dieu qui souffrit la passion. Seigneur, pitié pour nous. »« Seigneur, venge-toi, répondent les félons. »« Bel oncle, ce n'est pas pour moi que je vous implore. Que m'importe de mourir. Certes, n'était la crainte de vous courroucer, je vendrais cher cet affront aux couards qui, sans votre sauvegarde, n'auraient pas osé toucher mon corps de leurs mains. Mais, par respect et pour l'amour de vous, je me livre à votre merci. Faites de moi selon votre plaisir. Me voici, Seigneur, mais pitié pour la reine. » Et Tristan s'incline et s'humilie à ses pieds. « Pitié pour la reine, car s'il est un homme en ta maison assez hardi pour soutenir ce mensonge que je l'ai aimé d'amour coupable, il me trouvera debout devant lui, en chant clos. Sire, grâce pour elle, au nom du Seigneur Dieu. » Mais les 3 barons l'ont lié de cordes, lui et la reine. Ah, s'il avait su qu'il ne serait pas admis à prouver son innocence en combat singulier, on l'eût démembré vif avant qu'il eût souffert d'être lié vilement. Mais il se fiait en Dieu et savait qu'en Chanclos nul n'oserait brandir une arme contre lui. Et certes, il se fiait justement en Dieu. Quand il jurait qu'il n'avait jamais aimé la reine d'amour coupable, les félons riaient de l'insolente imposture. Mais je vous appelle, Seigneur, vous qui savez la vérité du philtre bu sur la mer et qui comprenez. Disait-il mensonge ? Ce n'est pas le fait qui prouve le crime, mais le jugement. Les hommes voient le fait, mais Dieu voit les cœurs, et seul il est vrai juge. Il a donc institué que tout homme accusé pourrait soutenir son droit par la bataille, et lui-même combat avec l'innocent. C'est pourquoi Tristan réclamait justice et bataille, et se garda de manquer en rien au roi Marc. Mais s'il avait pu prévoir ce qu'il advint, il aurait tué les félons. Ah Dieu, pourquoi ne les tua-t-il pas ?